Bonsoir à tous, bienvenue au Jeudi du marxisme en ligne actuellement Covid oblige. Et donc nous faisons partie de la section belge de la TMI, c'est-à-dire la tendance marxiste internationale, IMT en anglais, et nous sommes présents dans le monde entier. Alors ce soir, notre activité portera sur la deuxième vague du corona. Organisons la lutte des classes. Eric et moi présenterons ce sujet et notre camarade Aubry apportera son témoignage. Alors maintenant, entrons dans le vif du sujet. La ressurgence de la pandémie nous frappe de plein fouet, c'est un secret pour personne, tout le monde a pu le constater. Et notre pays détient le triste record à ce jour d'être le pays européen le plus touché. L'arrivée de cette deuxième vague était pourtant annoncée par tous les scientifiques, mais elle semble avoir pris de court nos dirigeants politiques, alors que tous les signaux étaient rouges. Elle est surtout le témoin de la faillite de la politique sanitaire de nos gouvernements qui privilégient évidemment le grand patronat. Alors, comment sommes-nous arrivés finalement à cette deuxième vague? Il y a plusieurs pistes d'explication. La première, elle est géographique, c'est notre position en Europe qui fait que nous sommes un pays de passage avec une très forte densité de population. La deuxième, c'est que le manque de préparation de nos autorités face au risque d'une pandémie. À l'instar d'autres pays, la Belgique aurait pu programmer des exercices nationaux de simulation pour faire face à ce danger potentiel, un peu comme on fait pour les accidents nucléaires, par exemple. En prévention d'accidents nucléaires, il y a des exercices catastrophes. Eh bien, chez nous, pour la pandémie, rien du tout. Visiblement, ce n'était pas une priorité pour les politiques. Les recommandations des scientifiques qui n'ont pas arrêté de nous alarmer n'ont pas été suivies non plus par le monde politique. Après la première vague, tout semblait rentrer dans l'ordre. Ils étaient en septembre trop occupés par la formation du nouveau gouvernement et nos dirigeants ont probablement ou certainement sous-estimé la probabilité d'une deuxième vague. Deuxième vague qui était annoncée par les scientifiques, je le rappelle, mais aussi qui nous a tous surpris par la rapidité de son apparition. Alors, comme le disait si bien Philippe Volkowiak dans sa chronique du 22 octobre, nous avons une guerre de retard. Il se posait la question suivante. Peut-on incriminer la population que l'on dit généralement sensibilisée? Il parlait d'improvisation. Et voici ce qu'il disait. Devant la catastrophe, il ne reste que le confinement, mais on y va à reculons, sans catastrophe, sans oser le dire. Les cafés et restaurants fermés pour un mois, l'enseignement à distance, les cours qui s'y préparent sans le dire, le travail à distance obligatoire, les contacts rapprochés, limiter une seule personne, il ne reste finalement que l'activité économique. Ces derniers jours, les prises de décision s'enchaînent sans cohérence d'ensemble. L'école flamande un jour, la restauration un autre, le supérieur un moment, le secondaire un autre, la culture qui croise les voies, la Flandre qui annonce son plan, la Wallonie qui avance de l'argent quelques jours plus tard, celle qui s'interroge sur sa commission Covid, Liège qui songe à un hôpital de campagne, chômeurs en renfort, etc., etc. Et on vous épargne les querelles d'experts. Comment, dans ce fatras, le citoyen peut-il s'y retrouver et adhérer à quelque mesure que ce soit? Une nouvelle fois, nos gouvernements ont perdu le contrôle de la situation. Voilà ce que disait dans sa chronique Philippe Volkowiak. Et c'est vrai, bon, elle date du 22 octobre, mais c'est vraiment le résumé de ce qui s'est passé. Maintenant, on voit à nouveau, il manque du personnel, on essaye de prendre les étudiants infirmiers. Enfin, ce sont des solutions de bricolage. Alors, Eric, qu'est-ce que tu penses de ce que je viens de dire? Pourquoi cette deuxième vague signifie l'échec du capitalisme, d'après toi? Oui. Bonsoir d'abord, et merci à tous ceux qui nous écoutent et qui nous regardent sur Facebook Live. Mais je crois que oui, enfin, ça peut paraître un peu trop radical de prétendre que la deuxième vague de Covid-19
égale à l'échec du capitalisme. C'est un deuxième échec du capitalisme. Le premier échec, c'était la première vague au mois de mars et au mois d'avril. Et on aurait pu croire que le gouvernement, les institutions d'État, les partis politiques traditionnels auraient appris la leçon. Mais en fait, comme tu viens très bien de le dire, Annick, le gouvernement s'est caché la tête dans le sable et a secrètement prié pour qu'une nouvelle vague n'arrive pas. Pourquoi est-ce qu'il a fait ça? Parce que je crois qu'il était vraiment convaincu que il n'avait pas les moyens ou ne voulait pas mettre à disposition de la société les moyens nécessaires pour affronter une deuxième vague. Prenons l'exemple du traçage. Ça fait des mois qu'on parle d'un traçage sur base du testing, donc de tester les gens. Le gouvernement Wilmès de ce gouvernement, c'est aussi se frappe sur la poitrine en disant on est le pays qui teste le plus de toute l'Union européenne. Peut-être, mais c'est encore largement insuffisant. Et surtout, le traçage est très défectueux. Le traçage consiste en fait à voir où sont les foyers, les clusters de contagion dans le pays. Pour le testing, le gouvernement a fait appel aux laboratoires privés, mais qui mettent clairement pas les moyens pour répondre à la demande très forte de tests. On sait que ces mêmes labos qui font du testing en Belgique ont réduit en fait leur capacité de testing pour pouvoir répondre à des marchés aux Pays-Bas ou en d'autres pays parce que ce sont des marchés qui leur apportent plus. Donc on voit clairement comment les labos privés n'ont pas en tête la santé publique, l'intérêt général, mais surtout leur propre intérêt, financier. Et donc, aussi longtemps que le secteur privé, motivé par le gain financier, domine la politique de testing et de traçage, on continuera à avoir d'énormes problèmes et le gouvernement, au fait, court derrière le corona et fait une politique pratiquement avec les yeux dans le brouillard. Et puis, naturellement, il y a les promesses qui ont été faites aux travailleurs des soins de santé, aux hôpitaux. On sait que lors de la première vague, les travailleurs des soins de santé, les hôpitaux, les maisons de repos étaient totalement dépourvus de moyens. On leur a promis de nouveaux moyens, mais on va seulement les débloquer au début de l'année prochaine, lorsque maintenant il y a une deuxième vague. C'est aujourd'hui que cet argent est nécessaire. Ce gouvernement est aussi incapable de fournir donc, des services de médecine de première ligne, c'est-à-dire faire appel aux médecins de famille, les maisons médicales, les infirmières à domicile. Celles-là ne sont pas mobilisées comme elles le devraient pour endiguer cette maladie. Et donc, ce qui frappe véritablement dans la politique gouvernementale, c'est son manque de prévision, son court-termisme. C'est pour ça que depuis le début, au fait, depuis le mois de mars et à nouveau depuis octobre, il focalise sa politique sur la responsabilité individuelle, plutôt la culpabilisation des individus et la volonté, naturellement, de protéger l'économie aux dépens de la santé publique. Comment est-ce que je peux prouver ça? Il y a plusieurs indicateurs qui prouvent cela. On connaît tous le Céléval, c'est la cellule d'évaluation qui donne les conseils au gouvernement. C'est une cellule qui était essentiellement composée d'experts, mais en fait, la composition de cette cellule, suite à des critiques répétées d'experts qui dénonçaient les assouplissements de ce gouvernement, qui mettait clairement l'économie devant la santé publique, et la composition de cette cellule d'évaluation a changé. On a changé le rapport de force entre experts et les autres membres de la cellule d'évaluation. Qui est-ce qu'on retrouve dans cette cellule maintenant? Plus de hauts fonctionnaires publics, mais aussi des représentants du monde économique, patronat, et naturellement, quelques experts rassurants,
comme le fameux professeur Ganto Hannemans, qui vient d'ailleurs de donner sa démission, claquer la porte, frustré parce que le gouvernement, sous la pression des événements, était obligé de changer de politique. Et c'est justement ce nouveau rapport de force au Céléval qui a mené directement aux mesures d'assouplissement du 23 septembre dans un contexte de recrudescence de l'épidémie. Tous les experts indiquaient, mais non, il y aura une recrudescence de l'épidémie. Et qu'est-ce que fait le gouvernement? Il assouplit les mesures. Et donc, je crois qu'il y a clairement une défaillance de l'appareil d'État, une défaillance du gouvernement qui n'est pas fortuite et qui est le résultat essentiellement d'une politique de responsabilisation individuelle qui est une idée totalement néolibérale et de donner priorité à la protection de la santé, des profits aux dépens de la santé publique. Voilà. C'est très intéressant ce que tu dis, Eric. Mais qu'est-ce qui aurait dû être fait? On parle de la deuxième vague de la pandémie, mais il y a aussi un parallèle à faire avec la deuxième vague de licenciements et de fermeture des entreprises qui arrivent. Et ici, une fois de plus encore, c'est les travailleurs qui vont payer au final une première fois au niveau de leur santé qui est mise en péril en allant travailler, car on sait que les conditions de travail qui doivent être prises au niveau Covid sont souvent non respectées, hein, et une deuxième fois sur le plan économique. Oui, ben moi je crois qu'il est évident que le gouvernement a clairement et délibérément sous-évalué les risques de contagion sur les lieux de travail. En Belgique, il n'y a pratiquement pas de données statistiques sur les contaminations en milieu professionnel. Malgré le fait que ça a été dénoncé déjà au mois de mars et en avril. Et cette fois-ci, dans la deuxième vague, on ne dispose pas encore de données statistiques sur les risques sur les lieux de travail. Par contre, il y a d'autres pays, comme la France, où des études révèlent qu'un quart des foyers de contamination se situent au sein des entreprises. Une étude récente de médecins généralistes au Limbourg a révélé que le lieu de travail semble être le principal moteur de la contagion. Et donc, depuis le début de la crise sanitaire, le gouvernement Wilmès et de trop, les deux gouvernements ont donné priorité à l'économie. Ils ciblent la sphère privée et ils évitent le confinement dans la sphère professionnelle. C'est typique aussi. Vous allez me dire, oui, mais il y a quand même des mesures qui ont été prises. Et les syndicats se sont mis d'accord avec le patronat sur des protocoles Corona, etc. Oui, mais il faudrait bien étudier ces protocoles et ces mesures. Dans une récente carte blanche, le directeur général de l'INAMI, de l'Institut national d'allocation d'aide maladie et invalidité, a dénoncé l'absence de véritables contraintes dans les mesures. La souplesse et la flexibilité, dit-il, de l'arsenal des mesures sanitaires qui concernent les entreprises. Une journaliste aussi récemment à l'RTBF disait que au plus qu'on s'approche de l'entreprise, au plus qu'on se rapproche du lieu de production, au plus au fait les mesures sont souples, au moins de contraintes qu'il y a dans l'application des mesures ou dans le contrôle des mesures. Je crois que c'est le PTB qui récemment, dans une intervention parlementaire, a forcé un ministre de donner les chiffres sur les contrôles dans les entreprises, et 60% des entreprises contrôlées par le ministère du Travail étaient en contravention avec ces règles. Mais seulement une toute petite minorité de ces entreprises ont connu des amendes. Comparez ça aux 142 000 amendes qu'ont reçues les Belges depuis le début de l'année. Il y a véritablement deux poids, deux mesures ici en Belgique. On est extrêmement coulant avec les entreprises, mais avec
l'individu, avec le citoyen en rue, on est extrêmement sévère. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire, et ce qu'il faut toujours faire maintenant, ça reste une proposition et une mesure d'urgence, c'est de confiner toutes les entreprises non essentielles. Toutes les activités économiques non essentielles devraient être mises à l'arrêt. Et aussi, il faudrait revoir cette liste d'entreprises ou de secteurs non essentiels et essentiels. Parce que dans les entreprises essentielles, il y a toute série d'entreprises qui, à notre avis, et que l'avis aussi, à l'avis des syndicats, ne sont pas essentielles. Prenons le secteur des titres-services. Les syndicats demandent, encore cette semaine, la fermeture du secteur et la compensation par l'État des pertes de revenus. Enfin, d'un côté, il y a des mesures de bulle sociale extrêmement contraignantes. D'un autre côté, on autorise les nettoyeuses à visiter jusqu'à 7, 8, 9 foyers par jour et d'y être présent 1 ou 2 heures. J'ai entendu un témoignage récemment d'une dame qui disait, en fait, je reste parfois jusqu'à 4 heures dans un même appartement à nettoyer. Et donc, je crois que ce qu'il faut faire maintenant, c'est surtout mettre à l'arrêt le secteur non essentiel et élargir la liste des entreprises non essentielles. Voilà. Merci. Et qu'est-ce que tu penses de l'attitude des organisations syndicales? Mais je crois qu'elles sont, je crois que la réaction est assez molle, honnêtement. Et surtout les dernières semaines avant le confinement de fin octobre, je pourrais même dire qu'aussi bien la FGTB et la CSC étaient largement à faune, ne disaient rien, ou disaient que des choses secondaires sur la nouvelle vague du coronavirus. Je crois que ça explique essentiellement par la vision qu'ont les dirigeants syndicaux, aussi bien le FGTB de la CSC, de la concertation. Ils veulent surtout miser sur la concertation avec les patrons et ne veulent surtout pas non plus déranger en fait la production. Ils sont dans leur tête dans une sorte de collaboration de classe qui fait que ils signent des protocoles qui sont pas vraiment contraignants, comme je l'ai dit tout à l'heure. Mais malgré cela, les syndicats restent le rempart le plus important dont disposent les travailleurs sur le lieu de travail. On l'a vu avec la grève chez AB InBev à Jupy. Et donc je crois qu'il y a vraiment une différence aussi entre l'attitude des dirigeants nationaux et interpro et toute une série de militants, délégués, de permanents régionaux et locaux qui se rendent compte que ces protocoles sont insuffisants et qu'on ne peut pas, en fait, s'appuyer sur simplement la concertation et qu'il faut prendre des initiatives, comme ça s'est fait chez AB InBev le mois de septembre, ou comme ça s'est fait aussi à la STIB, où 1000 travailleurs, pendant la première vague, ont utilisé leur droit de retrait pendant plus d'une semaine, ici à Bruxelles, pour justement imposer des mesures sanitaires plus contraignantes. Malheureusement, là, les syndicats, aussi bien la CGSP que le syndicat chrétien, n'ont pas soutenu les travailleurs. Ils s'étaient piégés eux-mêmes par un accord qui sont, eux, les liés à en fait, la paix sociale de l'entreprise. Et donc, je crois que c'est très, très grave quand on voit des syndicats qui s'accrochent un peu désespérément à la planche pourrie de la concertation et en fait vont même condamner l'action de leurs propres travailleurs qui ne font que appliquer un droit qui existe en Belgique, le droit de retrait, qui a été rarement utilisé, mais qui maintenant a été utilisé de façon massive et spectaculaire, forme un véritable précédent. Et je crois que l'organisation syndicale devrait
généraliser ce mot d'ordre de l'usage du droit de retrait collectif avec l'appui des organisations syndicales. Et donc, je crois que là, les syndicats sont fortement mis à l'épreuve. Et je crois qu'une bonne partie de l'organisation syndicale, celle qui est totalement absorbée par cette idée de conciliation sociale, de concertation, etc., eh bien, cette direction doit être remplacée. Et je crois que après cette deuxième vague, il faudra un bon débat interne dans nos organisations syndicales et des conclusions devront être tirées sur la stratégie à mener. Oui. Nous n'avons pas encore abordé les mesures liberticides. Des mesures liberticides sont prises actuellement dans un cadre parfaitement légal au nom de l'urgence sanitaire. C'est du jamais vu en temps de paix d'avoir un couvre-feu comme nous l'avons actuellement. Donc nous n'avons plus cette liberté d'aller et venir. Il y a la réduction de la bulle sociale aussi, qui est réduite à une seule personne. Ça pose problème pour notamment les personnes plus fragiles, plus précaires, les personnes seules, donc qui s'isolent de plus en plus socialement. Et donc, il y a aussi, par exemple, on ne peut plus vendre de l'alcool à partir de 20 heures. Il y a une interdiction de manifester, par exemple, de rassemblement. Alors évidemment, on ne parle pas de… quand je dis manifester, je ne dis pas qu'il faut aller braver le virus et aller collectivement se grouper en endroit, mais il y a moyen, en respectant les distances, dans des endroits espacés, aérés, de pouvoir encore manifester son mécontentement, mais ce qui n'est plus le cas actuellement. Donc, il y a un couvre-feu à partir, chez nous, à partir de 22 heures, comme si subitement, à 22 heures, le virus devenait super dangereux et contaminerait tout le monde. Donc, il ne faut absolument plus sortir. Par contre, de la journée, pour le monde du travail, pour le monde économique, là, aucun souci. Le virus n'est pas plus contaminant que ça. Il suffit de voir les transports en commun. On nous avait promis des transports en commun plus nombreux, ce qui n'est absolument pas le cas. Ils sont toujours aussi bondés et là, on voit que les politiques là laissent faire. Donc, il y a vraiment deux poids, deux mesures. C'est le soir, c'est le monde de la nuit, c'est le monde qui, on vise aussi les jeunes, c'est eux qui font souvent la fête et donc, eh bien, il faut arrêter tout cela. Donc, la nuit, donc on est dans un système boulot, métro, dodo, c'est vraiment ça. Plus aucun loisir et le travail ok, et puis c'est tout, vous rentrez à la maison. Je vais céder la parole à notre jeune camarade Aubry qui va nous apporter son témoignage concernant comment les jeunes perçoivent cette deuxième vague du coronavirus. C'est à toi, Aubry. Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, je pense que avant de pouvoir vous expliquer la façon dont je perçois et dont les jeunes en général perçoivent cette nouvelle vague, je pense que ça peut être intéressant de pouvoir expliquer la situation dans laquelle je suis et dans laquelle de nombreux jeunes partout en Belgique sont actuellement. Donc voilà, je m'appelle Aubry, je suis élève de Réto dans le secondaire en dernière année. J'ai 18 ans et comme beaucoup d'autres jeunes, je n'ai plus cours en présentiel depuis le 27 octobre, qui était donc mon dernier jour. Suite à ça, le 28, 29 et 30 octobre, j'ai eu des cours en distanciel. Encore, passons au-dessus du fait que les cours en distanciel sont extrêmement difficiles à suivre parce qu'on n'est pas tous capables d'être, on n'est simplement pas fait pour être toute la journée devant un écran d'ordinateur. Certains n'en ont pas les capacités ou simplement pas les moyens. Et donc, en passant au-dessus de ça, je reprendrai normalement les cours, s'il n'y a pas de changement, le 16 novembre, dans un enseignement hybride, donc à 50% en présentiel et à 50% en distanciel. C'est la situation dans laquelle de nombreux jeunes se trouvent actuellement.
Et évidemment, ça procure beaucoup d'incompréhension. Par rapport à ce que Eric et Annick disaient tout à l'heure, effectivement, je trouve que la faute est très souvent mise sur les individus en général et particulièrement sur les jeunes. Ça arrive à tout le monde. Ça devient presque instinctif de râler dès qu'on voit des jeunes en groupe dans la rue, etc. Et c'est facile de mettre la faute sur certaines personnes. Par contre, il y a encore de ça quelques semaines, quand tous les étudiants étaient obligés de continuer d'aller en cours à l'école, où tout le monde était dans des pièces beaucoup trop petites, des classes vraiment petites avec beaucoup trop d'étudiants, chacun collé contre les autres, impossible de respecter les distanciations. Les mesures étaient très très mal faites, ce qui faisait que simplement tout le monde se mettait en danger en allant en cours. Donc c'est facile de remettre la faute sur des individus, mais par contre, je pense qu'il faudrait aller plus loin que ça et remettre la faute plutôt sur notamment les gouvernements qui n'ont pas fermé les écoles suffisamment vite, d'après moi en tout cas. Alors évidemment, il faut bien sûr faire attention, chacun de son côté, pouvoir de son point de vue moral faire le plus attention possible, mais je trouve ça vraiment trop facile de pouvoir remettre la faute sur des individus comme s'ils étaient les seuls coupables, notamment ici chez les jeunes. Et pour moi, on aurait dû évidemment fermer les écoles bien plus tôt. Alors, il y aura toujours des personnes, beaucoup de personnages politiques qui nous diront que leur priorité est le suivi d'une bonne éducation, que le système scolaire doit être suivi, éviter les décrochages scolaires. Ils mettent souvent ça comme étant leur priorité. Mais à ce moment-là, j'aurais une simple question. Si la véritable priorité de nos gouvernements était véritablement le système scolaire, pourquoi ne pas l'avoir refinancé plus tôt? Pourquoi ne pas avoir préparé toutes ces mesures à l'avance et les avoir mieux faites? Pourquoi est-ce que c'est maintenant qu'il y a une crise sanitaire véritablement exceptionnelle qu'il faut pouvoir dire c'est maintenant qu'il faut s'assurer d'éviter le décrochage scolaire un maximum au prix de la santé de milliers et de milliers d'étudiants? Voilà, c'est une simple question qu'il faudrait pour moi pouvoir poser aux politiques, parce que ça paraît simple. Il y a un choix à faire à ce moment-là. C'est la sécurité ou les profits. Pour moi, d'où vient le fait qu'on a laissé les écoles ouvertes aussi longtemps? La réponse est simple, pour les profits. Voilà, ce sera tout pour moi. Je pense avoir bien expliqué, en tout cas, ma vision que j'ai et la vision que je pense beaucoup d'autres étudiants partagent. Merci Aubry pour ce précieux témoignage. Alors, une question pour Eric. On parle dans le titre « Organisons la lutte des classes ». Qu'est-ce que ça veut dire concrètement pour toi? Pour moi, concrètement, et pour l'organisation dont je fais partie, donc Révolution Vonk, ça signifie quelque chose de très concret. Premièrement, c'est que l'appel de trop à l'unité nationale, la semaine passée, où il a encore insisté qu'on ne doit pas se laisser diviser, nous disons non, nous ne participerons pas à cette union nationale. Cette union nationale, elle est fallacieuse. Cette union nationale, ça veut dire qu'on cache en fait les intérêts de classe derrière la politique de ce gouvernement. L'union nationale, ça veut dire qu'on va arrêter ou mettre en veilleuse le temps de la deuxième vague et peut-être la troisième vague. On va mettre en veilleuse la lutte sociale, la lutte des classes. Mais non, je crois que, premièrement, les patrons ne mettent pas en veilleuse la lutte de classe. Des nombreux témoignages concordent dans de nombreuses entreprises, la semaine passée et encore aujourd'hui ou cette semaine, des travailleurs individuellement sont placés devant un choix qu'ils n'aiment pas faire, qu'ils ne veulent pas faire. C'est ou bien perdre 200, 300 euros en allant en quarantaine, ou continuer à travailler et risquer sa santé et la santé des êtres qui leur sont chers dans leur foyer. Les patrons mènent la lutte des classes. Ils la mènent tous les jours. On a vu avec quelle
on va dire, froideur, avec quelle réticence dans le secteur du commerce, dans les grands magasins, les patronats, depuis deux semaines, 3 semaines, rechignent de reconduire les conventions collectives Corona du mois de mars et du mois d'avril. Non, non, c'est pas nécessaire, ou on vous comprend, mais on n'a pas d'argent, etc. C'est seulement sous la menace de grèves qui ont d'ailleurs eu lieu dans certains secteurs, dans certaines entreprises, comme chez Colruyt, ou dans d'autres magasins, que le patronat a été obligé de reculer et d'octroyer des primes et d'améliorer la sécurité, tout d'abord, des travailleurs dans les grands magasins. On voit avec quelle hargne le patronat du secteur juteux et financé publiquement des titres-services, depuis le début, refuse au fait des analyses de risque, des lieux de travail, est très réticent à concéder des meilleures conditions de sécurité et pousse au fait les travailleuses, qui sont souvent des femmes, évidemment, mais aussi dans des situations précaires, d'origine immigrée, à travailler même si les conditions de sécurité ne sont pas remplies. Donc il y a une lutte des classes qui se mène, et c'est d'abord le patronat qui le mène. Mais il voudrait bien, au fait, que le mouvement ouvrier, le mouvement syndical, ne riposte pas. C'est pour ça qu'avec le gouvernement, il parle d'union nationale, on ne doit pas se laisser diviser, etc., etc. Donc nous ne rentrons pas dans cette idée d'union nationale, c'est une idée qu'il faut refuser. Deuxième chose, c'est que on se rend compte que depuis le début de la pandémie, toute une série d'entreprises, malgré le fait qu'il y a du chômage temporaire, qu'une bonne partie de l'économie était mise sous cloche, que les plans de licenciement collectif prennent de l'ampleur. Il y a quelques jours, on était déjà au 73e plan de licenciement collectif en Belgique. C'est plus qu'en 2019, et lors du deuxième trimestre de cette année-ci, c'était plus qu'en 2016. Et les licenciements collectifs vont aller en augmentant. Pour l'instant, c'est vrai, grâce au système de chômage temporaire, au fait, les lois de l'économie de marché sont gelées d'une certaine façon artificielle du point de vue capitaliste, du point de vue de l'économie capitaliste. Les faillites sont évitées, mais bientôt, vers la fin de l'année et surtout le début de l'année prochaine, on va voir une grosse vague de fermeture d'entreprises. Face à ça, je crois qu'il n'y a pas 36 solutions dans l'attitude des travailleurs et de leurs syndicats. Ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Penser qu'on peut empêcher ces licenciements ou ces restructurations ou ces fermetures simplement par la concertation, en se basant sur les règles du jeu établies entre patrons et syndicats depuis de nombreuses années pour organiser les restructurations, ou simplement sur les talents de négociation des permanents ou des délégués syndicaux, c'est une erreur. Je crois qu'il faut se baser sur la lutte des classes. Ça veut dire le rapport de force et changer le rapport de force. Et je crois là que, à nouveau, je crois que nos syndicats ne sont pas préparés. Ça leur tombe dessus. Et ils s'imaginent aussi que l'économie de marché retrouvera rapidement son équilibre, peut-être en 2021. Mais je crois qu'ils se trompent. C'est très significatif de cette mentalité de concertation sociale, de paix sociale versus lutte des classes. Mais c'est un manuel publié récemment par la FGTB flamande de la métallurgie. Il s'agit d'un guide de délégués pour les délégués en cas de restructuration. Ce guide est bien conçu du point de vue technique, rien à redire, mais ce document mise totalement sur le respect des règles du jeu existants entre patrons et syndicats pour, et je cite, limiter les dégâts.
On fait vite une recherche dans ce document. C'est un mot-clé, grève, pas de réaction. Lutte, absent. Rapport de force, absent. Changement de rapport de force, absent. Assemblée générale, absent. Contrôle ouvrier, absent. Tous les concepts de base de la lutte des classes n'apparaissent pas dans ce document. Et c'est le premier principe qu'il faut rétablir ici, c'est que les travailleurs ne doivent pas payer la facture Corona. À notre avis, ça veut dire que les syndicats doivent prendre une attitude beaucoup plus offensive et moins défensive, aussi bien dans la revendication que dans les méthodes de lutte. À nouveau, surtout au niveau local, il y a des initiatives qui sont prises, qui vont dans le bon sens. Chez Audi, par exemple, le Front commun syndical, face à des pertes d'emploi, ont proposé la réduction immédiate des heures de travail sans perte de salaire. Dans d'autres entreprises, quelque chose de similaire se fait aussi. Je crois qu'il faut ajouter à cela que si les patrons prétendent ne plus avoir assez d'argent pour pouvoir continuer la production, nous devons exiger d'accéder à leur vraie comptabilité. Et on pourra, je crois, facilement découvrir s'ils ont fait pendant des années et que les profits amassés avec notre travail. Si une entreprise menace de mettre la clé sous le paillasson, eh bien, exigeons sa nationalisation sous contrôle ouvrier. Et parmi les méthodes de lutte, je crois que c'est la grève et l'occupation qui doivent être réhabilitées. Il y a quelques semaines, des ouvriers de Sloten, près d'Anvers, d'une usine de conditionnement de lait, sont passés à l'occupation de leur entreprise pour obtenir des primes de départ plus conséquentes. Donc l'occupation est un outil qui doit être réhabilité dans nos luttes. Plus généralement, je crois que le mouvement syndical doit élargir son horizon de lutte. Il ne s'agit pas, et il ne s'agit plus d'essayer de réparer la machine du capitalisme. Elle n'est pas réparable. C'est pour ça que je crois que toutes les luttes quotidiennes qui vont se faire dans les semaines et les mois à venir doivent être liées à l'idée d'une rupture avec le capitalisme et d'une transformation socialiste de la société. Et ça, c'est en fait la perspective que nous, on veut donner, aux luttes qui vont se dérouler dans les prochaines semaines, et que la lutte contre le corona, en fait, en dernière analyse, c'est une lutte de classe. Merci. Donc, en conclusion, on peut dire qu'on ne peut plus faire l'impasse sur la question du socialisme. Le véritable socialisme ne peut être atteint que par une démocratie des travailleurs, comme tu l'as dit, avec une économie nationalisée et planifiée, sous le contrôle direct et la gestion des travailleurs. Donc, c'est ici que se clôture notre jeudi du marxisme. Si les idées marxistes vous parlent ou si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre site web qui est marxiste.be ou alors notre page Facebook Révolution Belgique. Rendez-vous à tous le 19 novembre, donc dans 15 jours, à la même heure, pour un nouveau jeudi du marxisme.